Eh bien, bonjour Cédric. Bonjour. Merci d'intervenir dans ce MOOC. Tu vas nous parler de l'enseignement de l'informatique et je vais donc commencer tout de suite par te demander de te présenter et de nous raconter un peu ton parcours et ce que tu fais. Merci. Je suis professeur en sciences de l'éducation, plus particulièrement en didactique de l'informatique. Mon parcours, je suis un ancien ingénieur en informatique, donc j'ai été développeur en informatique. Et puis, après quelques années de développement, je me suis dit que déjà, j'avais envie d'avoir un métier qui était plus en lien avec des gens, avec les utilisateurs pour lesquels on faisait des systèmes de visioconférence à l'époque pour France Télécom, recherche et développement. Et surtout, j'avais envie de comprendre pourquoi certains outils qu'on développait n'étaient pas forcément utilisés de la manière dont on l'attendait. Typiquement, la visioconférence, hein, on le sait tous aujourd'hui, on a tous des systèmes de visioconférence dans la poche, et pourtant, la plupart des communications que nous avons sont par la voix. Hein, donc, ce n'est pas un problème technique. Il y a des problèmes qui sont de l'ordre du social, de l'image. Et c'était ça qui m'intéressait de comprendre. Et donc, je suis passé aux sciences humaines et sociales, aux sciences de l'éducation. Et aujourd'hui, je m'intéresse au numérique, à l'informatique dans l'éducation, que ce soit pour enseigner, ça peut être des outils pour faire quelque chose, mais, et c'est ce qui nous concerne ici, ça peut être aussi les problèmes qui concernent l'enseignement de l'informatique elle-même. Pourquoi enseigner l'informatique dans l'enseignement secondaire? Alors ça, c'est une vraie question et qu'on nous pose souvent et parfois même sous une forme un peu provocatrice en nous disant mais tous les élèves n'ont pas vocation à devenir des informaticiens. Finalement, à quoi ça sert de leur enseigner tout ça? Et c'est vrai qu'ils n'ont pas tous vocation à devenir informaticiens, mais en fait, c'est vrai de toutes les matières scolaires quand on y pense. Euh, Tous les élèves n'ont pas vocation à devenir géologue ou vulcanologue, et pourtant, on leur apprend la différence entre le basalte et le granit. Euh, Tous les élèves n'ont pas vocation à devenir informaticiens, et pourtant, on fait des équations à double inconnu, etc., etc. Euh, C'est-à-dire que l'école n'enseigne pas que des choses qui seront nécessaires à des spécialistes. Et puis, il y a des choses que l'école ne prend pas en charge. Par exemple, il y a des choses qu'on est beaucoup à faire, comme conduire un véhicule, que ce soit une voiture ou un vélo, et l'école ne prépare pas tellement à la conduite. Hein. Alors, donc, en réalité, les raisons pour lesquelles l'école prend en charge des contenus, des apprentissages, des savoirs, des savoir-faire, c'est pour des raisons très diverses. Alors, pourquoi enseigner l'informatique? Alors, déjà, bien sûr, il y a des compétences qui sont spécifiques. Les citoyens auront besoin de se connecter au site de la CAF ou de la Sécu, ce qui suppose, je le signale, déjà de comprendre des choses comme qu'est-ce que c'est un site, qu'est-ce que c'est un compte, qu'est-ce que c'est un mot de passe, pour comprendre pourquoi à ce moment-là, on m'en demande un, etc. Hein. Et l'école, ça pourrait être le lieu d'un tel apprentissage. Mais là, on est vraiment pour des choses qui sont avec une finalité bien identifiée. Il y a aussi des questions qui pourraient être en termes d'employabilité. L'industrie a besoin d'opérateurs qui sauront utiliser une machine à commande numérique. Les services comptables d'une entreprise savent qu'il y a des éléments de base de programmation qui sont nécessaires pour, par exemple, utiliser un tableau Excel avec des formules, ne serait-ce que pour comprendre les notions d'affectation, de variables, etc. Mais en fait, il y a plus, parce que il y a pour moi la nécessité de former les élèves à une culture générale du monde où le numérique est omniprésent. Euh, c'est en fait un élément crucial de la culture scientifique et technique actuelle. On l'a vu avec la pandémie. Euh, on a vu qu'il y avait besoin que les citoyens aient des notions de base ou auraient eu des notions de base peut-être supérieures pour comprendre ce que c'est un virus, pour comprendre, même pour lire ce que c'est une courbe exponentielle. On nous montrait tous les soirs à la télévision des courbes. Bon, ben, lire une courbe exponentielle, c'est une connaissance scientifique. Euh, Ouais. que les gens aient une idée même vague de ce que c'est l'ADN et l'ARN quand on nous parle des vaccins. Parce que sans ces éléments de culture scientifique, on ne peut pas comprendre les problèmes et on ne peut pas même avoir un avis de citoyen sur les politiques publiques qui sont mises en place face à l'épidémie, soit pour les approuver, soit pour les critiquer. Et de la même manière, en informatique, il y a besoin de connaissances pour comprendre ce qui se passe dans le monde numérique. Euh,
je prends un exemple extrême, mais si vous êtes journaliste en Syrie et que vous ne comprenez pas comment fonctionne un disque dur SSD ou une clé USB, il y a des chances que vous laissiez des traces de vos fichiers sur vos supports numériques et que, si vous êtes un journaliste critique, vous ayez des petits problèmes. C'est un euphémisme. Mais de la même manière, tous nos élèves voient leur avenir scolaire et universitaire géré par un algorithme. Oui. Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le principe d'un algorithme? Bon, ce sont des choses dont on a besoin pour comprendre le monde. Et sur ce point-là, moi, je partage l'idée de Jean-Louis Martinand qui plaide pour une formation culturelle au sens large, c'est-à-dire pas seulement aux œuvres culturelles, mais une formation à une culture en prenant en compte qu'une culture, c'est toujours une forme de technicité valorisée et partagée. Et c'est donner à la fois aux citoyens les moyens d'avoir un avis, éventuellement de critiquer, de remettre en cause la parole des experts, mais c'est aussi leur donner accès à quelque chose qui est quand même du patrimoine de l'humanité. La manière dont von Neumann a imaginé le principe même des ordinateurs, ça fait partie du patrimoine de l'humanité, de la même manière que la manière dont les civilisations anciennes ont découvert que la Terre était ronde, ou que les grandes œuvres du patrimoine, et on peut aller du Requiem de Mozart jusqu'au Painted Black des Rolling Stones. D'accord. Alors, la didactique, qu'est-ce que c'est? Alors, la didactique, c'est un mot un petit peu piégé parce que les didacticiens ne lui donnent pas le même sens que le sens courant. On dit souvent qu'une œuvre est didactique parce qu'elle explique bien lourdement et elle montre bien lourdement ses intentions. Un film didactique, bon, on n'a pas trop envie d'aller le voir souvent. Pour nous, ce n'est pas du tout cette idée de comment bien enseigner. Hein, même si c'est le sens qui peut être donné dans des lieux de formation, on dit on va faire de la didactique, on va vous dire comment bien enseigner. Pour nous, chercheurs, on entend plutôt par là la science qui étudie les problèmes d'enseignement et d'apprentissage liés à un certain type de contenu ou à un certain type de discipline ou à un certain type de problème. C'est-à-dire que nous, on va chercher typiquement à comprendre des problèmes qui sont spécifiques à l'informatique. Oui. Qu'est-ce que j'entends par des problèmes spécifiques à l'informatique? Ça peut être des problèmes qui sont liés à la nature des contenus. Par exemple, comprendre quand utiliser une boucle dans un petit programme simple, par exemple en Scratch ou en Python. Ce n'est pas un travail cognitif de la même nature que mémoriser une date en histoire ou apprendre à maîtriser une technique comme le commentaire composé en français, ou encore apprendre à lire un schéma en SVT. Ouais. Ce sont des contenus de nature différente. Il y a aussi des spécificités qui peuvent être liées à l'organisation des contenus, au curriculum. Par exemple, Mathieu Brantôme, qui fait une thèse avec Ghislaine Guedet et moi-même en ce moment, étudie les spécificités du passage de la programmation par bloc qu'on peut faire au collège, avec typiquement Scratch, au Python qu'on fait au lycée. De passer de quelque chose qui est avec des blocs visuels à un langage écrit, ça engendre un certain nombre de difficultés de compréhension des élèves. On a envie de mieux les comprendre pour fournir des outils ou des éléments d'intelligibilité aux enseignants qui auront assuré cette transition. Et puis, on peut imaginer d'autres problèmes sur lesquels il serait intéressant que la didactique apporte un éclairage. Par exemple, quelle est la finalité des enseignements? On demandait tout à l'heure pourquoi enseigner l'informatique, mais il faut bien se rendre compte que nous n'apprenons pas les choses de la même manière, suivant que nous pensons qu'elles vont être utiles dans le reste de notre vie, à tort ou à raison, et suivant que l'on considère, et quand je dis on, ça peut être les élèves, ça peut être les enseignants, ça peut être les concepteurs des programmes, mais suivant que les uns ou les autres considèrent que c'est un outil pour développer le raisonnement, pour développer les capacités de logique, par exemple. Typiquement, le théorème de Pythagore, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui l'enseignent en se disant « mes élèves en auront besoin parce que dans leur jardin, ils vont avoir des rectangles et peut-être avoir à faire des diagonales ». Je ne pense pas que ce soit dans la tête de beaucoup d'enseignants de mathématiques. Et pourtant, nous considérons que c'est un contenu légitime, intéressant, important, pour tout un tas de raisons. Bon, eh bien, je pense que la didactique,
c'est aussi la discipline qui peut non pas seulement étudier les conditions dans lesquelles on apprend, mais aussi étudier euh, la manière dont nous envisageons à quoi ça peut servir. Et donc, voilà. Donc là, tu fais un petit peu référence au curriculum caché, c'est-à-dire apprendre des choses, ça a des effets collatéraux, j'ai envie de dire collatéraux, qui ne sont pas forcément visibles au moment où le travail d'apprentissage se fait, mais qui à long terme qui façonnent l'esprit et donnent une orientation sur la pensée des gens. C'est un petit peu ça l'idée? Oui, tout à fait. Ça peut être des effets, ça peut être des contraintes, ça peut être… tous les apprentissages sont en fait sociaux. C'est-à-dire que on a, quand on enseigne ou quand on apprend, quand même une petite idée de à quoi ça va me servir. On n'est pas dans la même situation quand on est en apprentissage en cours d'anglais, où on se dit, j'ai peut-être avoir besoin de l'anglais pour mon métier futur, et Ouais. quand on apprend quelque chose, où on se dit, c'est pas, voilà, c'est pas ce que je vais faire. Et éclairer sur comment les gens voient ça. Et c'est quelque chose que nous travaillons en ce moment avec des collègues dans un projet de recherche qui s'appelle ICAR. Nous essayons de regarder, une des questions qu'on se pose, c'est comment les enseignants, notamment d'école primaire, à qui on demande d'enseigner l'informatique, à quel grand type de finalité ou de visée ils relient ces enseignements. Est-ce que c'est pour que les élèves sachent se débrouiller chez eux? Est-ce que c'est pour que les élèves acquièrent des éléments de raisonnement, par exemple la capacité à découper un problème complexe en problème simple? Ouais. Est-ce que c'est… voilà. Et c'est intéressant parce que ça ne va pas mettre les élèves tout à fait dans les mêmes conditions. Alors, pourquoi il n'y a-t-il pas de didactique générale, mais uniquement des didactiques disciplinaires, la didactique des maths, la didactique de l'informatique en particulier? Alors, c'est une très bonne question, mais elle est un petit peu plus compliquée en fait. Parce que, effectivement, historiquement, la didactique s'est constituée autour de chercheurs qui se posaient des questions d'enseignement et d'apprentissage relatives à une matière. Alors, historiquement, les premiers, c'était en mathématiques, avec des gens, y compris qui étaient des mathématiciens, pas des spécialistes de l'enseignement, des mathématiciens qui se demandaient finalement comment est-ce qu'on peut enseigner les mathématiques. Mhm. Quelles sont par exemple les difficultés spécifiques d'apprentissage de telles notions de, je sais pas, quand on passe des nombres entiers aux nombres relatifs, bon, ben, qu'est-ce que ça provoque comme remise en cause des conceptions précédentes, etc. Mais il y a aussi donc il y a beaucoup de didacticiens qui sont effectivement des didacticiens des mathématiques, du français, de l'histoire, etc. C'est-à-dire qu'ils se posent des questions par rapport à souvent une discipline scientifique, les Oui. mathématiques ou l'histoire. Mais il y a aussi des didacticiens, par exemple, de l'oral. Il y a des didacticiens des questions socialement vives. Ou alors il y a des didacticiens qui sont des regroupements, par exemple des didacticiens des sciences, qui s'intéressent pas seulement à une science, mais enfin, où chacun peut s'intéresser à une science, mais ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose de suffisamment commun entre différentes sciences telles qu'elles sont enseignées à l'école, en tout cas, pour que on puisse travailler un peu dans le même esprit. Bon. L'autre aspect, il est aussi institutionnel, c'est que l'existence de chercheurs dans l'université, qui est à la fois un lieu de recherche et un lieu de formation, l'existence des chercheurs est souvent liée à des questions de formation. Quand il y a des enseignants dans une discipline, en mathématiques, en histoire-géographie, en SVT, du coup, il y a besoin de les former. Et donc, il y a besoin de chercheurs qui réfléchissent aux conditions, aux contraintes spécifiques de l'enseignement de cette discipline. En ce qui concerne l'informatique, pendant une bonne vingtaine d'années, il n'y a pas eu vraiment de matière qui prenait complètement en charge cette discipline. Euh, En fait, depuis la disparition de l'option informatique qui existait au lycée jusqu'en 1995, jusqu'à la création des options et spécialités récentes, NSI et autres au lycée récemment, et la création d'un CAPES et d'une agrégation cette année, il y avait des enseignements d'informatique qui étaient soit pris en charge par des matières comme les mathématiques, le tableur, grapheur a été enseigné en mathématiques, en technologie. Il y avait aussi des enseignements qui avaient lieu à l'école ou qui ont lieu encore à l'école primaire, donc pas dans une discipline particulière, mais on voit bien que la création d'un corps d'enseignants pose des problèmes de formation
et donc des problèmes de recherche qui se posent de manière plus importante. Et donc, c'est pour ça que pendant longtemps, il y avait des didacticiens de l'informatique, mais ça ne formait pas complètement une communauté comme pouvaient exister des didacticiens des mathématiques, du français, avec des colloques réguliers, des revues, etc. C'est en train de renaître aujourd'hui. Disons que le petit ruisseau ne s'est jamais tari, mais il y a vraiment une renaissance aujourd'hui liée à ces questions institutionnelles. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette communauté qui se forme? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la didactique de l'informatique et en particulier pour enseigner, quand on est un futur enseignant ou un jeune enseignant? Alors, effectivement, ça c'est une question même plus générale. C'est à quoi peut servir la science en éducation? Euh, et bien sûr, la science peut fournir des résultats ou prouver qu'une méthode n'est pas efficace. Ça arrive, mais ce n'est pas le plus fréquent. Le plus souvent, ce que fait la recherche, c'est de fournir des éléments d'intelligibilité, de compréhension. Et donc, moi, je dirais qu'il y a deux grandes fonctions essentielles, deux grands apports essentiels de la didactique de l'informatique pour particulièrement dans ce moment où sont recréés des programmes, des curriculums, où du coup des éditeurs de manuels créent des nouveaux manuels pour les enseignements. Enfin, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. La didactique peut intervenir à deux niveaux. Déjà, pour fournir des éléments de compréhension, d'intelligibilité de ce qui se passe, documenter les processus, documenter les problèmes qu'il faut résoudre quand on a des élèves en face de nous. Je dis bien documenter, je ne dis pas dire comment faire. Parce que les praticiens sont confrontés à des problèmes tellement divers et spécifiques avec des élèves qui ne sont jamais tous les mêmes. Les discours généraux, ça ne marche pas très bien. Okay. Mais par exemple, à l'école primaire, on voit bien que si on veut passer d'une situation comme aujourd'hui, où l'enseignement est essentiellement pris en charge par des enseignants, on va dire un peu geeks pour caricaturer, des enseignants qui sont un peu passionnés par ça, qui vont aller se renseigner sur quel robot on peut acheter pour faire quoi, pour apporter quelle notion. Bon, ça existe, c'est des choses qui existent, des enseignants innovateurs comme ça, mais passer de ça à un enseignement généralisé des premières notions de culture numérique dont on parlait tout à l'heure, il faut qu'on comprenne déjà comment les enseignants voient les choses, c'est quoi les freins, c'est quoi leurs craintes. Si on veut lever leurs craintes, il faut peut-être déjà les comprendre. Voilà, donc il y a une première fonction d'intelligibilité. Et puis, deuxième chose, les didacticiens peuvent aussi intervenir au niveau plus pratique de la mise en œuvre. Par exemple, intervenir dans des formations d'enseignants en parallèle avec des spécialistes de l'enseignement de l'informatique qui ont des idées sur quelle notion est importante à donner avant. Est-ce qu'il vaut mieux enseigner la notion de boucle for avant celle de boucle while? J'en sais rien, c'est peut-être des questions qui se posent. Mais aussi d'avoir des gens qui, y compris, peuvent apporter le capital de 50 ans de recherche en sciences de l'éducation. Parce que finalement, ça fait 50 ans que les sciences de l'éducation existent, peut-être une quarantaine d'années que la didactique s'est constituée en tant que telle. On a appris plein de choses. On a appris que, par exemple, des tentatives, je pense par exemple aux maths modernes, ça a posé un certain nombre de problèmes. Oui. Et justement, ce sont des problèmes qu'un spécialiste de la discipline ne connaît pas forcément, ne perçoit pas forcément. Et là, on a quelque chose à faire ensemble. On sait par exemple que la manière dont sont construits les contenus qui sont enseignés, c'est des processus qui sont assez complexes et l'origine de ce qu'on enseigne peut être diverse. Ça peut être des éléments qui viennent de la discipline scientifique, lorsque nous, dans notre jargon, on appelle les savoirs savants par transposition didactique. Ça peut être aussi des pratiques sociales de référence qui sont importées dans l'école, selon le cadre de compréhension proposé par Jean-Louis Martinan. Mais comment ça se passe pour l'informatique? Quels éléments ont quelle origine? Ça, c'est quelque chose qu'on peut aider à comprendre. On sait aussi, par exemple, qu'il ne suffit pas de mettre les élèves en activité pour qu'ils apprennent quelque chose. Nous, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup dans les classes, notamment à l'école primaire, avec des enseignants qui n'ont pas été spécifiquement formés pour ça, ou très peu, qui mettent les élèves en activité, par exemple devant un robot ou devant du Scratch. Alors, les élèves font des choses, ils mettent en œuvre des notions informatiques,
mais l'enseignant n'a pas été formé pour identifier ces notions-là, pour dire là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un savoir informatique qui a été mis en œuvre et il va falloir lui donner un statut dans la classe, il va falloir l'institutionnaliser. Bon. Et donc, on a des élèves qui sont actifs, certes, mais est-ce qu'ils apprennent quelque chose d'informatique? Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils ont appris quelque chose d'informatique? Ça, c'est moins sûr. Bon, en tout cas, c'est le fait d'enseignants, on va dire, un peu exceptionnels, au sens de assez rares, et puis des enseignants qui se sont auto-formés souvent. Et donc, les didacticiens peuvent apporter un éclairage sur tout ça. Et je pense que c'est important qu'en ce moment, justement, en ce moment où se posent des questions nouvelles de formation des enseignants, des questions nouvelles où on est passé d'enseignement plutôt de niche à un enseignement à grande échelle, et bien que se forme une communauté de didacticiens qui soient des informaticiens, des psychologues, des spécialistes des sciences du langage, des sciences de l'éducation, des sociologues, mais qui tous ensemble réfléchissent à ces problèmes-là et permettent finalement aux enseignants d'enseigner avec les acquis de 50 années de recherche scientifique. D'accord. Alors, comment décrirais-tu les travaux sur la didactique de l'informatique? Qu'est-ce qui serait important sur le champ qui est en train de naître ou le sous-champ qui est en train de se constituer? Qu'est-ce qui serait important de notable? Qu'est-ce qui tu estimes important de rapporter, de dire sur les travaux qui ont été faits jusqu'ici sur la didactique de l'informatique? Alors, on peut se poser la question en termes de méthode, en termes de références théoriques ou en termes de résultats. Déjà, en termes de méthode, analyser ce qui se passe dans une classe ou comprendre le point de vue qu'ont les différents acteurs de la situation éducative, que ce soit les enseignants, les élèves, c'est quelque chose, effectivement, que les sciences de l'éducation savent faire, ont pensé, ont réfléchi. Par exemple, à quel moment, pour quel type de questions, il vaut mieux aller observer, filmer plutôt une classe générale ou plutôt filmer, comme certains le font, faire une copie d'écran, enfin une copie de l'écran, filmer le clavier, filmer une face cam pour avoir les expressions du visage, voilà. Et à quel type de problème ça peut apporter des réponses, ça c'est quelque chose effectivement. Et on voit finalement qu'on a des collègues qui utilisent l'ensemble de la palette des outils méthodologiques des sciences de l'éducation et de la didactique qui mettent en œuvre toutes ces techniques-là. Okay. Deuxièmement, en termes théoriques, pendant peut-être une vingtaine d'années, au moment où justement il n'y avait pas vraiment d'enseignement à grande échelle dans les écoles, les collèges et les lycées, il y a eu un petit peu des chercheurs qui ont continué à s'intéresser à l'enseignement de l'informatique, mais il n'y a peut-être pas une masse critique pour faire une communauté qui développe des concepts qui sont vraiment pertinents. Et du coup, l'idée que les concepts qui sont utilisés dans d'autres didactiques, le concept de transposition didactique, le concept de situation didactique, de contrat didactique, etc., n'étaient pas forcément complètement pertinents ou ne rendaient pas compte de là où les problèmes importants se posaient. Parce que ce qu'on observe dans l'ensemble des didactiques disciplinaires, on en parlait tout à l'heure, c'est que ce ne sont pas forcément les mêmes concepts qui sont mobilisés parce que le problème de l'enseignement du français, qui est une matière composite, avec des éléments qui viennent de la littérature, des éléments qui viennent de la linguistique, des éléments qui viennent de l'histoire, y compris, ils ne se posent pas forcément les mêmes problèmes qu'en mathématiques, où bon, la discipline qui a servi de référence à la construction des mathématiques scolaires, c'est assez clair. Il n'y a pas tellement de doute que c'est les mathématiques. Donc, voilà. Donc, effectivement, il faut que pour chaque discipline scolaire, pour chaque matière ou pour chaque ensemble de contenus, on se pose la question, c'est quoi qui fait problème pour nous? Voilà. Et je pense qu'en ce moment, on est dans une période où commencent à surgir effectivement des concepts qui commencent à faire sens pour un nombre suffisamment de gens pour qu'il y ait des recherches variées, qu'on puisse confronter les points de vue. Par exemple, j'étais récemment dans un colloque où plusieurs communications portant sur l'informatique scolaire mobilisaient le concept de technicité.
tel qu'il a pu être développé par Combarnous et puis après par Jean-Louis Martinand, avec cette idée qu'on va essayer de regarder le caractère technique d'une activité, hein, en se posant la question, quels sont les outils, Combarnous dit les engins qui sont mobilisés pour ça, quelle est la rationalité, la forme de pensée, on va dire les processus cognitifs qu'il y a derrière, et puis comment ça s'insère dans un ensemble de relations sociales. Par exemple, typiquement, une activité d'informatique à l'école scolaire, bon, ben, il y a peut-être des formations derrière, il y a des échanges entre enseignants, il y a un conseiller pédagogique ou un e-run qui va intervenir, hein. Donc, on ne peut pas penser cette situation uniquement à une échelle individuelle de l'enseignant et ses élèves, hein. Donc, ça, c'est peut-être un candidat intéressant, et en tout cas, il commence à y avoir des travaux qui mobilisent cette notion-là. Et je pense qu'on est un peu au début d'une explosion de travaux qui vont comme ça aller chercher des concepts et essayer de les faire fonctionner pour les problèmes qui se posent à nous. Et puis, les résultats, alors là, on a beaucoup de résultats, en fait, parce que, comme je l'ai dit, les recherches ne se sont jamais arrêtées. Il y a toujours eu des chercheurs, je pense notamment à Éric Bruyard, Georges-Louis Baron, mais d'autres, hein, François Villemontex, Jacques Béziat, qui ont travaillé sur l'enseignement de l'informatique, et on sait plein de choses. Oui. Mais justement, ce qui va être important maintenant, et maintenant qu'il y a des problèmes de formation importants, ce qui va être important, c'est la cumulativité de tout ça, qu'on arrive à capitaliser. Voilà. Et c'est ça, je pense, le défi. Donc voilà, je ne vais peut-être pas citer 50 résultats intéressants, mais pour donner un exemple, le problème qui se pose spécifiquement quand on passe de langage de programmation comme Scratch et Blockly à Python, les analyses sont en cours encore, hein, que fait Mathieu Brantôme, mais je pense que là, les résultats qu'on aura seront utiles directement pour les enseignants, d'autant plus que Mathieu Brantôme développe une application, un jeu de programmation en Python, avec non seulement le jeu, mais toutes les aides didactiques pour dire aux enseignants, voilà, là, l'enjeu à ce niveau de jeu, l'enjeu de savoir, c'est telle notion. C'est le fait d'affecter une variable, c'est le fait de faire une boucle, c'est le fait de détecter une fin un événement qui va… Voilà. Et donner comme ça à la fois une connaissance des problèmes, un outil, et puis des aides qui peuvent aider l'enseignant à construire sa séquence avec ses élèves, c'est, je pense, des résultats tangibles que la didactique de l'informatique a déjà et continue et de plus en plus apportera aux enseignants. Eh bien, Cédric, merci beaucoup pour cet éclairage et cet apport au MOOC. Je te remercie. Eh bien, merci de l'invitation et avec plaisir.